Benoît, Émilie et puis José. Il y a déjà quelques années, on avait déjà entendu le témoignage de Sam et Lisa, mais c'était davantage leur témoignage en rapport avec comment ils ont rencontré le Seigneur, hein, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous avez parlé un petit peu de vos enfants. Mais on a eu l'idée dans notre comité, quand on pensait à ce déjeuner, de pouvoir entendre les deux familles. Donc je voudrais vraiment vous remercier de votre participation et de me faire confiance. C'est ça le plus dur pour eux. Parce que j'ai préparé quelques questions que je leur ai envoyées, mais ça, ce sont les questions officielles. Alors, il y a des questions qui ne sont pas officielles. Alors là, déjà, ils tremblent, tu sais, mais en tout cas, merci de votre confiance. Et ce que je voudrais, c'est d'abord commencer par la présentation des familles. Tu sais. En fait, on va présenter leurs enfants, on va présenter leur famille, et on va y aller par ordre. Vous avez ici, donc, Sam et Lisa, expliquez-nous cette photo un petit peu. Ça, j'ai l'impression que vous faites travailler vos enfants. Je ne sais pas si c'est réglementaire, mais... Alors, le garçon, c'est Caleb André Pierre, alors, mais on l'appelle Caleb. Et puis, à côté, notre fille Lydie. Alors, Lydie Anna Pierre, mais on l'appelle Lydie. Caleb a 13 ans, je pense. Non, pas là-dessus. Moi, pas là-dessus. Et Lydie a 11, je pense. Voilà. C'est bon, hein? Alors, ils nous ont donné une couple de photos avec leur famille. Donc, on les voit tous les quatre bien épanouis, puis Caleb qui se demande qu'est-ce que le photographe est en train de faire. Et puis, on les a ici en photo en automne. Et on a aussi quelques photos de François, donc peut-être Benoît ou José. Vous pouvez présenter peut-être François. José, dans ce que tu m'as envoyé, là, c'est une occasion spéciale, la photo à gauche, n'est-ce pas? C'est cette année, en fait, c'est en novembre quand François a eu 18 ans. Donc, notre grand est maintenant majeur. À défaut d'être adulte, il est majeur. Et puis, l'autre photo, c'est moi et François l'été dernier là, à la plage d'Oka. Donc, c'est un endroit où il aime bien aller. Et puis, ça a été une belle journée. Émilie et son petit frère qu'on a photographié hier pour l'occasion. Donc, les photos juste avant, étaient en train de le frapper à coups de poing. Mais celle-là, on a pris que c'était mieux. Et puis, notre sortie traditionnelle aux pommes à chaque année. Donc, on en profite des fois pour prendre une belle photo de famille dans un village, un passage d'automne. Et puis, celle-là, je la trouve très, très belle. Donc, c'est quand François a changé de camp d'été il y a quelques années, on était allé faire une visite au camp. Et puis là, je voyais Benoît et François qui s'en allaient tous les deux devant moi et je trouvais ça beau. Donc, j'ai photographié ça comme ça. Je trouvais que c'était Merci beaucoup, merci. Alors, juste une petite précision. Donc, on a vu Émilie sur les photos. Donc, Émilie, toi, tu es la fille aînée. Et est-ce que j'ose te demander ton âge? J'ai 20 ans. 20 ans, c'est fantastique, hein? 20 ans. Tu sais, ça fait à peu près 45 ans que ma femme a 20 ans, imagine-toi. Ça, c'est un privilège d'avoir 20 ans, n'est-ce pas? 20 ans, c'est extraordinaire. Alors, ce qu'on voulait faire ce matin, c'est présenter un petit peu la réalité dans le quotidien, c'est-à-dire vivre avec un enfant ou deux enfants autistes, puisque dans le cas de Sam et Lisa, c'est deux enfants autistes. Et la première question que je voudrais vous poser, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est la manière dont vous avez réagi quand vous avez appris que votre enfant, en tous les cas, vous l'avez appris à 2 reprises, quand votre enfant était autiste. Quelle a été votre première réaction? Alors, je ne sais pas à quel âge tu avais, Émilie, à cette époque-là. Je ne sais pas si tu as... Moi, j'avais 5 ans à peu près. Quand j'ai vraiment réalisé, parce qu'au début... c'est long. Parce qu'au début, je réalisais pas vraiment c'était quoi. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait. Je pensais qu'il allait se développer, mais plus tard. Mais c'est vraiment quand j'avais 5 ans que j'ai réalisé que il allait jamais arriver au même niveau que moi, si je peux dire. Là. Ouais.
c'est ça. Peut-être José ou Benoît, vous, quand vous avez appris la nouvelle, est-ce que ça a été progressif? Est-ce que ça a été vraiment une nouvelle qui est arrivée d'un seul coup? Oui, tout à fait. C'était à la garderie qu'on a su ça. Puis moi, j'ai réagi en faisant le déni. Donc, je ne croyais pas que c'était vrai. Alors, tout ce que je faisais réussissait. Lorsque je travaillais fort, j'étudiais, j'avais des notes. Quand je travaillais fort, j'étais en entrevue, je décrochais le boulot. Puis arrive François, ça a été le coup fort dans ma vie. Coup de massue? Coup de massue, tout à fait. Là, j'ai vu que c'était hors de mon contrôle. Puis je vais parler un peu plus tard comment Dieu a agi dans ma vie pour m'aider à traverser. Donc, ça a été la surprise. Oui. Est-ce que, peut-être José aussi pourrait dire ça, est-ce que vous avez, quand vous avez appris la nouvelle, bon, ça a été un choc, mais est-ce que vous êtes passé à travers plusieurs étapes? Est-ce que vous avez expérimenté de la colère ou de la révolte ou carrément, toi tu as parlé du déni, Benoît, mais est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez accepté ça? Comment ça s'est passé un petit peu, peut-être, José? Ben, en fait, bon, après qu'on ait eu la nouvelle, on a souvent un peu d'aide là, qui arrive des CLSC, tout ça. Et il y a eu un groupe qui a été formé par des gens au CLSC qui s'appelait J'apprends à vivre avec mon enfant différent. Et on nous expliquait justement les étapes du deuil en général, le deuil de l'enfant parfait, le deuil de l'enfant qu'on a attendu pendant 9 mois. Finalement, on nous en a donné un autre à la place. Donc, il y a toutes les étapes là, qui est le déni, la colère, la tristesse, une résignation, et puis après ça, bien, finalement, on apprend vraiment à vivre avec la réalité. Moi, je me souviens que quand j'ai eu vraiment noir sur blanc sur le papier, on a eu quelques étapes pour avoir le diagnostic, en fait. Donc, la première étape, on a vu une psychologue, et puis elle m'a fait un rapport. Et là, j'étais dans la voiture avec François qui jacassait, qui chantonnait en arrière sur le banc, puis moi, je braillais en conduisant mon auto et je criais. Je criais à Dieu, puis j'y ai dit des bêtises, je vous l'avoue, là. J'ai dit des bêtises à Dieu cette journée-là. Il y a plein d'affaires que j'y ai dit, mais j'y parlais, par exemple. Je ne parlais pas à personne d'autre, c'est vraiment à lui. Là, tu m'as donné ça, là. Tu m'as donné ce défi-là. Bien, donne-moi ce qui va avec, par exemple. J'ai besoin, là. J'ai besoin vraiment parce que je ne pourrais pas passer à travers. Donc, ça a été des étapes comme ça, le déni, la tristesse, la résignation. Mais ma première étape, ça a été la colère. Ça, je veux dire, ça a été la colère. Là, j'étais dans tous mes états. Ouais. Et puis, Sam et Lisa, donc vous avez vécu ça, vous avez vécu avec Caleb. Et puis, quelques années après, c'était Lydie. Oui. Il faut bien mettre le micro. Hein. Chaque famille vit ça différemment, puis chaque enfant autiste est différent, donc c'est sûr qu'on va le vivre différemment aussi. Quand j'étais enceinte de Caleb, on était très, très, très conscients qu'on pouvait avoir un enfant malade ou handicapé parce que on se disait pourquoi pas nous. Moi, je suis dans le milieu, je suis orthophoniste, donc je travaille beaucoup avec des enfants autistes. Donc, je me disais, pourquoi ces parents-là, ils auraient un enfant autiste, puis moi, je serais comme... épargnée, pourquoi? Donc, on était très, très, très conscients que ça pouvait arriver. Quand Caleb avait 1 an, on voyait des manifestations, on s'en doutait. Donc, ça a pris plus que 2 ans avant d'avoir les diagnostics des deux, parce que c'est très, très long dans les services au public. Ça a pris presque 3 ans pour Lydie, avant qu'on ait eu le diagnostic, qu'elle soit évaluée. Mais depuis l'âge d'un an, on savait. Est-ce que ça a été progressif? Par exemple, pour Caleb, est-ce que vous vous êtes rendu compte, ou même pour Lydie, d'une manière progressive, ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez... Parce qu'il parlait de déni un petit peu, Benoît. D'après ce que tu dis, vous n'étiez pas vraiment dans le déni, puisque tu étais un petit peu dans le milieu. Oui, c'est ça. On n'a pas vraiment passé par cette phase-là. Puis, même si on savait la journée qu'on nous l'a annoncé officiellement, quand tu entends le mot autisme par une gang de professionnels autour d'une table, même si tu sais, c'est une bombe. C'est une bombe qui est lâchée. Tu viens que ton cœur arrête, tu sens plus tes membres dans ton corps. C'est comme... Une paralysie, une sorte de paralysie. Oui, c'est intense. Puis, je me souviens, cette journée-là, après ça, je suis allée à l'épicerie parce que la vie continue. Mais je ne voyais plus les choses de la même façon.
il n'y a rien, je me disais, il n'y a plus rien qui va être pareil. Tu ne perçois plus les choses de la même façon, tes priorités changent, tu ne prends plus rien pour acquis. Je me souviens, j'étais à l'épicerie, puis il y avait un monsieur qui était fâché pour une niaiserie, là, pour un sac de plastique. Là. Puis je me disais, je me plaindrai plus pour un sac de plastique dans ma vie. Là. Toute ta perspective des choses change complètement. Puis c'est ça, les choses banales deviennent importantes, puis les choses importantes deviennent banales. Puis nous, à partir de ce jour-là, on s'est donné comme devise G, comme disait José, pour la grâce, parce que tu as besoin de la grâce de Dieu pour passer à travers ça, là, humainement parlant, tu flanches. Puis oui, on a crié à Dieu, nous autres aussi, qui nous donne ce qu'on avait besoin. Puis l'autre G pour la gloire, parce qu'on s'est dit, faut que Dieu se glorifie à travers ça. Il faut qu'on se rapproche de lui. Il faut que les gens connaissent Dieu. Donc, il faut que les gens connaissent quel grand Dieu qu'on sert là, à travers cette épreuve-là. Puis Sam, toi, comment tu as réagi? Ben, c'est sûr que moi, je suis pas dans le milieu, contrairement à Lisa. Donc, quand elle me disait, déjà avant le diagnostic officiel, elle me disait que Caleb, il y a forte chance qu'il soit autiste, je me disais, ben non, parce que moi, dans ma tête, autiste, c'est Rain Man, pour ceux qui ont déjà vu le film. Caleb, lui, il aimait voir les gens, je veux dire, il n'est pas isolé, ça peut pas être l'image que j'avais. Puis elle m'a dit, premièrement, il y a différents types d'autisme, puis il y a des choses qu'il faut que tu remarques. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le regarder et j'ai vu qu'il était différent. Donc finalement, quand ils nous l'ont dit de façon officielle, je savais. Donc c'était pas le coup comme si j'avais aucune idée. Sauf que chacun on vit une période. Et moi, j'ai eu ma période de deuil qui, dans le fait que moi, j'avais acheté plein de Bibles pour enfants. J'imaginais, on va lire la Bible ensemble, on va prier ensemble. Et c'était difficile parce que c'est ça, l'enfant, les rêves que tu imagines. Et je sais pas si tu as abordé ça, non, peut-être je dirais pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'était tellement... la perspective de l'avenir faisait tellement mal. J'ai jamais été suicidaire, c'était pas du tout ça, mais j'avais le goût que si le Seigneur pouvait s'arranger pour que je puisse mourir avec Caleb, j'aurais accepté ça. Là. C'était vraiment mon cri, mon désir. Et Lydie, ben, comme on était habitués, avec Lydie, on l'a vu de façon très claire. Là, on voulait juste avoir un papier officiel. Donc, avec Lydie, c'était toujours un choc, mais là, on connaissait toute la routine et tout ce que ça implique. Alors, vous parlez de routine, vous parlez de quotidien, mais avant d'entrer dans le quotidien, vous savez que on dit parfois que quand un couple vit une épreuve, la plupart du temps, où il y a dans la majorité des cas, le couple ne survit pas à ce genre d'épreuve. Ça peut être la perte d'un enfant. Dans mon ministère, j'ai déjà accompagné un couple qui avait perdu un enfant, et avant de venir à l'île Jésus ici, et le couple n'a pas subsisté. Contrairement à cela, vous connaissez tous le témoignage de Mélodie et de Mathieu qui ont perdu leur petit garçon après quelques jours après la naissance. Et Mélodie et Mathieu, leur couple est devenu encore plus fort, c'est au travers de l'épreuve. Est-ce que cette épreuve, comment vous l'avez vécue en couple? En fait, vous êtes encore ensemble, donc ça veut dire que vous supportez encore. Ben, comment avez-vous vécu cela en tant que couple? Je pense que Benoît a un bon insight là-dessus. Je vais lui donner le micro, mais je veux juste dire, les parents d'enfants autistes, c'est 85 à 90% de divorces. Fait que c'est énorme.
je fais partie d'un groupe de déjeuner où on se rencontre les parents d'autistes. Puis là-dessus, je peux vous dire, je suis le seul homme. C'est ça qui frappe dans notre groupe. On appelle ça le groupe des mamans, mais il faut rajouter le groupe du papa aussi. Le groupe des parents à cause de moi. Mais ce qui me frappe, c'est le nombre de pères qui est présent. La plupart des hommes sont partis parce qu'ils ne survivent pas à cette épreuve-là. Puis ce qui me frappe aussi, c'est que c'est la réaction des femmes. Eux autres n'abandonneront jamais. Alors que les hommes, on a le prix citron là-dessus, malheureusement. Je suis le seul groupe, dans ce groupe-là, je suis le seul homme. Donc, je peux vous confirmer que Dieu a vraiment travaillé nos cœurs pour pouvoir passer à cette épreuve-là, qui est pénible, surtout, je dirais, pour le côté des hommes, qui réagit différemment. Donc, tout notre espoir s'écroule. Puis l'homme, au lieu de pouvoir foncer, si je peux dire, ben, abandonne. Là-dessus, je vais revenir là-dessus tantôt dans la conclusion, entre le lâcher-prise puis le laisser tomber. Moi, je voulais juste partager que justement, dans les certains groupes que j'ai faits avec les CLSC, là, j'apprends à vivre avec mon enfant différent, tout ça, généralement, c'était des mères qui étaient là. Et c'est là que ça m'avait frappé parce que François avait 3, 4 ou 5 ans dans ces périodes-là et je ne savais pas vraiment comment ça se passait dans les autres familles. Et c'est là que j'ai vu, là, j'ai appelé ça, moi, le club des papas partis. Parce que c'était vraiment ça et ça m'avait vraiment frappé. Et ça a été une autre occasion pour moi de remercier justement le Seigneur. Benoît est toujours là. Benoît n'a jamais même eu l'effleurement d'une pensée de se dire moi, je laisse tomber puis je m'en vais. Mais le club des papas partis, il y en a des membres là-dedans, croyez-moi, là, autant sur les groupes Facebook avec qui je partage avec d'autres mamans, ou à l'époque, on appelait ça plutôt des forums de discussion. Ça, c'est l'avant Facebook. Moi, je suis plus vieille que toi, j'ai 52 ans. Donc, j'ai connu l'avant Facebook, les forums de discussion, et c'était une épidémie. Je n'en revenais pas, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a chez les pères qui fait qu'ils ne sont pas capables de supporter ça? Ouais. Là, je pense que des fois, le père a imaginé qu'un jour, il accompagnerait son fils au baseball ou au hockey. Peut-être que le père a imaginé plein de choses et tout à coup, ça ne sera pas ça du tout. Puis, pas capable d'envisager la réalité. Ouais. Fait que, moi, je suis reconnaissante que Benoît, il n'a jamais eu l'idée. Et puis, ça a été une autre des occasions pour moi de remercier beaucoup, beaucoup. Alors, ma question, c'était dans votre vie de couple. Mais étant donné qu'Émilie est avec nous, merci Émilie. Est-ce que toi, la situation dans le cadre de ta famille, puis le fait que tu étais la sœur aînée, là, est-ce que ça a affecté un petit peu ton contexte familial ou ton expérience dans la famille? Ben moi, j'ai pas trouvé que ça. Je me suis pas sentie vraiment délaissée de mes parents. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'elle allait jamais me mettre de côté à cause de François. Donc, elle essayait vraiment d'être égale entre nous deux. Elle donnait beaucoup de temps à François, mais elle m'en donnait à moi aussi. Donc, je me suis vraiment jamais sentie délaissée de mes parents. J'ai toujours eu du temps avec eux. Ouais. Merci. Ben, Sam et Lisa, est-ce que vous avez un petit mot à dire dans votre vie de couple? Vous êtes encore ensemble. Lisa est encore avec toi, Sam. Oui, c'est vrai. Je sais, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que quand il va faire l'enseignement dimanche, dans un mois, là, dans une semaine, il va peut-être se reprendre et en profiter. Là, je crois que vraiment, c'est là que tu vois Dieu agir dans sa providence. Quand on s'est mariés, je ne savais pas c'était quoi, quand on se fréquentait, qu'elle voulait être dans la vie orthophonique. Je n'avais aucune idée c'était quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais Dieu, dans sa grâce, à cause du milieu dans lequel Lisa travaille, elle connaît très bien le milieu et ça a aidé de tout ce qui est l'administration, la paperasse, parce que en tout cas, nous, on a trouvé, j'ai vécu ça, que c'est vraiment difficile d'aller chercher de l'aide, tout ça. Mais à cause de sa connaissance, ce dossier-là, c'était un poids qui était enlevé pour moi. C'est sûr que, mais j'ai aidé à ma façon, donc tout ce qui est nos descriptions de tâches,
ouais. Dormir, faire dormir l'enfant, les habiller, les préparer à l'école. Donc, nos tâches vraiment étaient bien réparties, ça aide. Et je pense... Justement, parlons-en de ce quotidien. Tu parles de dormir, tu parles de manger. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi le quotidien avec un enfant autiste change par rapport au quotidien d'une famille? J'avais inventé une chanson, je la chanterai pas, mais qui explique que Caleb, bon, dans le temps, bon, imaginez dans la nuit, oubliez le sommeil, en moyenne, j'avais quoi, 4 heures? 4 heures Par nuit? Par nuit. 4 heures, 4, 5, je suis chanceux. L'alimentation, ton enfant mange juste, j'étais conditionné à faire des crêpes pendant presque 3 fois par jour et de la pizza, une alimentation très rigide. Il était en couche jusqu'à quel âge? 5 ans. Donc, et des crises. On dit le bacon, là, tu peux oublier d'aller au magasin, là. Oublie ça parce que ça se traîne et puis tout le monde... En tout cas, donc c'est ça. Peut-être, Benoît, pour le quotidien, un petit peu, pour qu'on puisse mieux comprendre un petit peu ce que vous vivez dans le quotidien. Je pense que Sam a très bien expliqué au niveau de la rigidité alimentaire. François, pendant longtemps, ça a été des toasts et du fromage. Là, il veut rien savoir du fromage, c'est drôle. Mais pendant des années, ça a été que ça dans sa boîte à lunch. François a porté une couche, lui aussi, jusqu'à 8 ans. Les crises, les hurlements, et surtout que François est encore moins verbal que Caleb. Donc, pour François, le monde était... on parle français, puis pour lui, c'était du cerveau croate, là, donc il ne comprend pas ce qui se passe autour. Lui non plus ne pouvait pas s'exprimer. Donc, plus il vieillit, et moins ça, c'est intense, justement, parce que là, il nous comprend mieux, il sait mieux se faire comprendre. Donc, il y a un certain point où les crises, ça se tasse. Mais tout ce qui était justement sommeil, puis on l'expérimentait encore cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais François, à 3h moins 10, hier matin, il ne voulait plus dormir. Après ça, il s'est réveillé à 5h30. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai que ça recommence, cette affaire-là. Les jacasses, là. Donc, mais oui, pour le quotidien comme ça, puis évidemment, l'école, ça ne sera jamais de l'école comme les autres enfants. François va à une école spécialisée, il ne sait pas encore lire, il ne sait pas encore écrire, peut-être que ça va venir, mais là, il apprend à plier du linge, il apprend à se promener dans le corridor avec le concierge, à faire du recyclage, et puis il est bien fier quand il y a des tâches comme ça. Donc, il apprend à avoir des petites tâches, puis il est fier de ça. Mais c'est ça, surtout quand ils sont petits. Surtout quand ils sont petits, je vous dirais, le François, tout le monde le connaît ici, vous voyez qu'il est calme, il est tranquille, il est gentil. Mais jusqu'à 6-8 ans, c'était des hurlements continuels. J'avais même hâte d'aller travailler des fois le matin pour me libérer un peu de ces hurlements-là. Et puis là, ben, c'est ça, la vie avance et puis il prend de la maturité, puis c'est mieux, c'est plus vivable. Puis je pourrais rajouter aussi, on parlait de niveau familial tantôt, il y a des choses aussi qui changent au niveau des prévisions. On voulait 3 enfants. C'est fini. Ça a été fini assez vite, surtout que j'ai eu François et Émilie dans la trentaine. Donc, au moment où j'aurais pu en avoir un autre, ça commençait déjà à être sur le point où je finissais. Là. J'avais déjà 36, 37 ans, j'étais à la limite, puis François avait 3 ans, il était, comme on dit, dans son pire. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est un renoncement qu'on était obligé de faire, puis je vois que Lisa a dit la même chose, elle aussi. Là, c'est des choses auxquelles il faut renoncer. Est-ce que ça a affecté vos vacances? Les vacances, on les prend quand François est dans un camp. Donc, François, c'est ça? Le camp de répit, il va au camp Émergo à chaque été, il passe 10 jours là et on en profite pour se faire des sorties familiales. Les sorties dans la famille, ça a été compliqué pendant longtemps aussi. On était affectés à François un ou l'autre. Donc, il y en avait un qui socialisait avec la famille, l'autre suivait François. Et puis, jusqu'au moment où, justement, il y a un des oncles, une des tantes à Benoît qui sont ici. Leur fils nous avait reçus pour le jour de l'an et ses fils à lui nous ont dit ce jour-là, restez assis, on s'en occupe. On est restés comme, wow!
on peut être assis tous les deux ensemble, puis jaser avec la famille, puis les deux jeunes se sont occupés de François, puis on était juste comme, wow, c'est spécial, de rester assis puis socialiser avec la famille. Donc, ça fait des choses qui changent pas mal. Sam et Lisa, l'année dernière, je pense, vous êtes partis tous les deux pendant 2 jours. Vous avez gagné un petit voyage pour la fin de semaine. Avant ce petit voyage-là, c'était quand la dernière fois que vous êtes partis ensemble tous les deux? L'année qu'on s'est mariés. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous êtes partis ensemble, là, les couples? Tous les deux? C'était peut-être jeudi soir pour la Saint-Valentin? Pour aller manger? Mais vous, est-ce que vous pouvez aller manger au restaurant tous les deux tout seuls? Si on a une gardienne qui sont très, 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 très rares, avec ces enfants-là, on ne peut pas prendre n'importe qui. Qu'est-ce que tu veux dire par n'importe qui? Ben, ça prend quelqu'un que nos enfants sont à l'aise avec, puis quelqu'un qui est à l'aise avec nos enfants. Il faut que vos enfants connaissent la personne Oui. et qu'il y ait déjà une relation d'établie. Exact. Et cette personne-là connaît un petit peu la situation, connaît les habitudes de vos enfants pour qu'ils puissent être sécurisés, c'est ça, en fin de compte? Oui, exact. Lydie a 11 ans, mais elle n'a encore aucune conscience du danger. Donc, quand on disait de notre quotidien, ce qu'on trouve difficile, là, ça va avec Caleb, mais l'espèce d'hypervigilance puis la surveillance accrue 24 heures sur 24, ça a été très difficile. On ne pouvait même pas laisser les enfants dans une pièce de la maison sans surveillance tout seul. Il fallait tout le temps qu'on les ait à l'œil. On a même installé un système d'alarme sur notre porte parce que Lydie, à un moment donné, elle est même sortie. Imaginez, je monte en haut, je vois la porte qui est ouverte, pas de Lydie dans la maison, je sors dehors, pas de Lydie. Imaginez, le cœur d'une maman commence à tourner vite, là. Le cœur m'a tourné 10 fois dans le corps. Donc, c'est ça. Ça, c'est très difficile. Donc, oui, quand on va en vacances, faut tout le temps qu'on se relaye pour que quelqu'un la surveille. Puis elle, son but, c'est de ne pas rester avec la gang. C'est tout le temps de se sauver plus loin. Dans le quotidien aussi, ce qu'on trouve difficile, ben, c'est... on ne peut pas faire les choses qui semblent aller de soi. Je ne peux pas aller faire mon épicerie avec Lydie, c'est impossible. On est allé la dernière fois au Walmart, hein? Il y a 2 ans, avec Lydie, on a dit on l'essaye. On se sentait courageux. Mais écoute, le Walmart au complet nous regardait. Mais ça, on en rit, là, mais le regard des autres sur nos enfants puis sur nous-mêmes, là, ça tue, là. On se fait regarder vraiment comme mon doux, élève vos enfants. Fait que c'est extrêmement blessant. Ça fait partie de notre quotidien aussi, là, veut pas. Mais pour revenir au couple, ce qui nous a beaucoup aidé, nous autres, c'est l'humour. Il est vraiment nono. Mais ça a tellement aidé à passer à travers, là. Des fois, on avait 2 enfants qui criaient, qui se pétaient la tête sur le mur. On se gardait, puis c'est l'humour qui nous a fait passer à travers, là. Tu peux pas passer à travers facilement. Là, moi, j'aurais une petite question pour Émilie. Est-ce que le fait d'être la sœur aînée d'un plus jeune frère autiste, est-ce que ça a eu des impacts dans ton quotidien? Est-ce que, par exemple, tu as certainement eu des amis à l'école? Comment ces amis ont-ils réagi? Est-ce que le fait d'avoir François, je suppose que parfois tu gardes François, Oui. n'est-ce pas? Est-ce que ça affecte un petit peu ta relation toi-même, ton quotidien, la relation avec tes amis, ou est-ce que tu te vois différente par rapport aux amis qui n'ont pas le même contexte familial? Ben, la plupart de mes amis ont quand même bien réagi. Je leur parle de mon frère, puis ils sont curieux. Souvent, ils me posent des questions. Quand j'étais vraiment plus jeune, il y en avait qui trouvaient ça un petit peu spécial, là, qui me regardaient croche un petit peu, mais bon, ils ne sont pas restés mes amis longtemps, là. Puis,
Mais sinon, des fois, je sors avec mes amis, puis ma mère puis mon père, par exemple, sont partis, puis là, ils vont avoir besoin que je garde mon frère. Même si c'est juste une demi-heure, il va falloir que j'aille le garder, donc je peux pas rester comme plus longtemps, par exemple, avec mes amis ou quelque chose comme ça. Donc, tu as développé une certaine responsabilité face à ton frère, si je comprends bien. Je me suis toujours sentie assez responsable de mon frère là, depuis que j'ai vraiment réalisé qu'il était autiste. J'ai toujours eu un sentiment comme que j'étais responsable. Alors, rapidement, là, parce que l'heure avance, est-ce que vous pourriez nous identifier quelques défis pour l'avenir? Parce que là, tu dis que ton fils, il a 18 ans, maintenant il est majeur. Comment vous voyez l'avenir, et en particulier l'avenir de vos enfants? Bien, je l'ai déjà verbalisé ici une fois là, pendant une réunion. C'est sûr que la peur reste là. On essaie d'organiser un peu la vie autour de François. Je disais, quand il était plus petit, c'était presque moins effrayant parce qu'on avait comme choisi, en guillemets, un parrain puis une marraine. Le parrain est là, d'ailleurs. On leur avait demandé, là, s'il nous arrive quelque chose, est-ce que vous accepteriez de vous occuper d'Émilie et de François? Parce que notre grand-père, c'était tout le monde va se garrocher pour vouloir avoir Émilie. Mais ça va peut-être être moins évident que les gens veulent François puis qu'ils ne soient pas séparés puis qu'ils restent ensemble. Donc, c'était presque moins effrayant à cette époque-là quand ils étaient petits. Maintenant, Émilie, elle a 20 ans, elle va faire sa vie, elle est en train d'étudier tout ça, et je veux absolument pas que ce soit elle qui soit en charge de François. En charge peut-être, je dirais juridiquement ou quelque chose comme ça, mais je veux pas qu'elle vive avec elle. Elle a une vie à vivre et tout ça. Donc là, il faut penser à l'après-papa-maman. Et puis là, bon, on est encore assez jeune, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Donc, j'avoue que c'est une inquiétude à laquelle on fait face tranquillement. Là, on va établir une curatelle, on va commencer à regarder les ressources intermédiaires où il pourrait aller habiter, mais c'est clair qu'il va rester avec nous le plus longtemps possible. Mais c'est clair aussi que rendu à 60 ans, on va peut-être trouver ça un petit peu plus difficile d'y attacher ses souliers puis de l'amener par la main au parc pour se balancer. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser, puis pas trop en même temps, parce qu'il faut quand même être dans le quotidien, puis on met ça entre les mains de Dieu, puis en même temps, comme j'ai fait depuis le début, donne-moi des ressources, donne-moi des outils, puis ça va aller. Benoît, tu veux ajouter quelque chose? Je peux vous dire que Dieu a quand même pas mal tout fourni. Je prends l'Église ici, il y a une certaine époque, il fallait qu'on se relaie pour garder François. Puis Dieu a répondu en nous offrant un service à l'intérieur, parce qu'ici, il y a un service de garderie et de formation pour les enfants. Puis on a ouvert une classe pour les autistes. Puis je peux vous dire, ça nous a beaucoup aidés, parce que là, on peut venir ici maintenant en famille, ce qui ne nous était pas permis avant. D'accord. Sam, par rapport à l'avenir, face à Lydie puis à Caleb. Idem. C'est la même chose. On se dit toujours, si on meurt avant, qu'est-ce qui arrive? L'autisme nous force à dépendre de Dieu, vraiment comme n'importe quel autre handicap ou n'importe quelle autre problématique. Ça nous force à dépendre de Dieu, à faire confiance à Dieu. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix. Il n'y en a pas d'autre choix. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, comme quoi vous avez fait confiance à Dieu, puis que Dieu aurait répondu dans ce que vous lui avez demandé? Je peux donner un exemple d'une réponse de Dieu sans même qu'on ait demandé, parce qu'on ne savait même pas qu'on avait besoin de Dieu pour ça. Quand on s'est mariés, un an après, on a acheté une maison à Terrebonne. Puis, quand je suis rentrée dans cette maison-là, j'ai dit à l'agent immobilier, annule les autres visites, je prends celle-là. On est passé au notaire, il n'avait même pas vu la maison, il a signé, il était super à l'aise avec ça. Je recommande pas ça, là. Mais... C'est pour ça que ça va bien dans leur couple. C'est vrai. C'est parce que Sam a toujours le dernier mot. Alors, quand Lisa dit quelque chose, il dit « Oui, chérie ». Il a le dernier mot. Donc, arrête! Bref, tout ça pour dire que à côté de cette maison-là, des deux côtés de la maison, c'était les deux écoles qui desservaient les enfants autistes. Mais j'étais enceinte de Caleb, on ne savait pas encore. C'est des écoles qui se font à pied.
Puis, en fait, ils ont fréquenté ces 2 écoles-là. Les autres écoles s'arrêtaient à Repentigny, qui aurait été comme à 45 minutes de la maison. Donc, oui, quand tu vis des choses comme ça, des expériences comme ça, tu te dis, en est ben nono de ne pas faire confiance à Dieu, comme... tu sais, Dieu nous aime. La première preuve, c'est il nous a donné son Fils à la croix comme ultime sacrifice. Déjà là, on se dit, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Mais quand tu vis des choses comme ça fait juste appuyer comme, tu vois, il nous aime concrètement. Fait que, c'est ça. Ouais. J'ai dévié la question. Hein? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Alors, je vais vous demander un petit mot de conclusion. Je suis sûr que vous avez toutes sortes d'exemples pratiques comme quoi Dieu est intervenu dans votre vie. Je pense notamment à certaines années où vous aviez décidé de chercher certaines ressources pour Caleb ou pour Lydie, et vous n'aviez pas de ressources financières, je veux dire, et puis c'était des défis aussi financiers. Dieu a répondu de différentes manières. J'ai un petit peu moins d'exemples pour José et Benoît, mais je suis sûr que de manière très très pratique aussi, Dieu vous a vraiment aidé. Mais j'aimerais vous demander à chacun de dire un petit mot en conclusion. Puis je demanderai à José, parce que José a préparé quelque chose pour vous en conclusion, elle va chanter un chant qu'elle a écrit elle-même. Donc je vais demander peut-être si Émilie, est-ce que tu avais préparé un petit mot en conclusion? Il est ton mot? Vas-y. Moi, quand j'étais en secondaire 5, on avait un projet à faire, ça s'appelait un slam. Dans le fond, il fallait qu'on écrive un texte, que ce soit quelque chose qui nous touche, puis qu'il fallait que ça soit en rime, puis qu'il y ait des figures de style. Donc là, j'avais 17 ans quand j'ai écrit ça. Là. Soyez un peu indulgents, mais... OK. Donc, vous avez tous probablement un frère ou une sœur. Donc, tu sais, quand votre frère ou votre sœur doit toujours écouter le même maudit film chaque matin, qu'on ne peut pas lui faire changer d'idée sans créer de crise. Ça vous est probablement jamais arrivé, mais pour moi, c'est une routine habituelle depuis une bonne dizaine d'années. Donc, la raison est simple, il manque une pièce de casse-tête dans le cerveau de mon frère François. C'est vers ces 2 ans qu'on a commencé à le trouver weird. Il avait une étrange passion pour enligner des objets et une drôle d'obsession sur les éléphants. Quand c'est rendu que tu vois un éléphant en regardant une théière, c'est qu'il y a peut-être un petit problème à quelque part. D'autre part, mon François ne parlait pas. Ma mère, inquiète, a donc demandé à une spécialiste de sa garderie de l'observer et de prendre des notes pour l'aider à comprendre ses comportements. Lorsque ma mère est revenue chercher mon frère, c'est pas une note qui l'attendait, mais un document. Sur la page couverture, autisme. Sous le choc, elle comprenait enfin la raison de son absentéisme. Le jour de ses 3 ans, j'étais tellement énervée. François a 3 ans, il est grand, il allait parler. Je me souviens d'avoir couru vers sa chambre pour lui dire « François, tu es guéri, tu as 3 ans aujourd'hui. » Ma mère, ayant entendu ce que j'ai dit, est venue vers moi et m'a dit « Ma chérie, il manque une pièce de casse-tête dans le cerveau de ton frère. On ne retrouvera jamais cette pièce, même à son 30e anniversaire. » À ce moment-là, j'ai compris, j'ai pleuré ma vie et je me suis promis d'être toujours là pour lui. Aussi, depuis Noël passé, il a 2 nouveaux films préférés, Babar et Bernard et Bianca. Chaque matin, en se levant, il allume la télé et met Babar en premier. Ensuite, c'est le tour de Bernard et Bianca. Bon, Babar, ça peut aller. Il y a une bonne dizaine de films de Babar qu'il écoute depuis une bonne dizaine d'années. Il change de Babar à chaque année. À force, j'ai fini par m'habituer. Mais son fichu de Bernard et Bianca, je suis plus capable de le voir en peinture. C'est rendu que je le force à mettre un autre film tellement que je suis plus capable d'écouter ça. Des fois, ma mère m'en empêche. « Laisse-le donc, tu le regardes même pas de toute façon. » Je dois donc lui dire « Maman, il faut apprendre à François qu'il doit faire changement. Ce film-là nous tape tous sur les nerfs. On doit donc lui faire comprendre qu'on a le droit, nous aussi, sur la télévision. » Souvent, elle me répond « Oui, tu as raison. » Elle n'est pas assez sévère avec lui. Je dois donc très souvent la raisonner pour qu'ensuite elle me réponde « Oui, tu as raison. » Je dois gérer ma mère qui doit gérer mon frère. Vous voyez la galère? Mais bon, malgré ses défauts, malgré ses films plates, malgré tout, je l'aime beaucoup. Donc, François, depuis le jour où je me suis promis d'être toujours là pour toi, j'essaie de t'aider le mieux possible.
Je sais que je te fais peur parfois et que je peux être un peu rude avec toi, puis je m'en excuse. Tu sais, malgré ton étrange maladie, parfois je t'envie. J'envie ton insouciance, j'envie le fait que tu connaisses pas la peur, pas les guerres, ni aucun problème de ce monde. J'envie le fait que tu connaisses pas le stress que tout le monde ici présent, que tout le monde ressent ici présent lorsque l'on pense à nos examens, à si on va réussir notre secondaire. Ça vient de mon secondaire. À nos problèmes, à ce que l'on va devenir dans le futur, à la vie. Toi, tant que tu as tes éléphants, les cheveux de maman, tes films plates et de la bouffe, tu fais tes vocalises et tu es heureux. Ne perds jamais ton sourire, sois toujours heureux, car tu transmets ta joie aux autres. Tu leur redonnes le sourire, l'espoir, tu leur donnes de la joie de vivre. Maintenant, viens, prends ma main, on va aller écouter Bernard et Bianca ce matin. Merci. Est-ce que vous pourrez remettre la photo où je suis avec François en train de marcher? Merci. Je vais vous lire 2 fois un verset parce que je veux démontrer que la parole est vivante. C'est beaucoup plus qu'une œuvre littéraire. Donc, c'est dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Je vais vous le lire. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, ce que je voulais vous partager, c'est le lâcher-prise versus le laisser tomber. Si vous voyez, j'ai mon crayon dans la main. On a une prise. On pense toujours réussir de faire nos choses par nous-mêmes. Puis des fois, c'est tellement lourd que c'est le laisser tomber. C'est l'abandon, le découragement. Ce n'est pas la bonne réaction. Je vais vous proposer une autre réaction. C'est plutôt le lâcher-prise. Vous voyez, mes mains sont vers le haut. C'est faire confiance en Dieu. C'est le laisser faire Dieu. Puis, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote, comme vous avez compris, la dernière partie du verset, qui disait qu'il aplanira nos sentiers. J'aimerais juste vous partager ça avec vous. Vous savez, j'ai travaillé pour la ville de Laval à l'époque où François, on commençait à avoir certains doutes sur lui. Puis, on prolongeait mon contrat. Et je ne savais pas pourquoi. Et à cette époque-là, je pensais que Dieu voulait ouvrir une porte pour que je travaille pour la ville. Mais ce n'était pas ça dans ses plans. Au lieu d'être fonctionnaire pour la municipalité, je suis maintenant fonctionnaire plutôt pour la province. Mais pourquoi que j'étais là? Il y avait une raison. Parce qu'à cette époque-là, François fréquentait une garderie. Puis à cette garderie-là, c'est là qu'on a su que François était autiste. Mais eux n'avaient pas les ressources pour pouvoir garder François. Puis il était menacé d'être sorti, puis ils nous l'ont carrément dit qu'il n'y avait pas sa place. C'était pas sa place ici. Là, on était pris avec notre peine, puis en même temps la responsabilité de le garder. Puis tous les deux, on travaillait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis juste au moment que je quittais pour la ville, une place s'ouvrait pour François à la garderie de la ville de Laval. Vous voyez maintenant comment Dieu a pourvu, il a tout coïncidé ça. Puis, savez-vous comment s'appelait cette garderie? La relève. Ça a pris tout son sens. Donc, quand j'ai quitté, François est arrivé. On s'est juste croisés. Puis, j'aimerais ça vous relire le verset pour que vous compreniez bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est-à-dire sur tes forces. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Merci. Merci. Alors, est-ce que tu as une courte conclusion? C'est un verset qui m'a beaucoup aidé dans les moments d'épreuve et même quand j'en ai encore. Et c'est dans l'Épître de Jacques, dont la Bible adresse les épreuves et il dit « Mes frères,
quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, pas l'épreuve en soi, mais les résultats, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque de rien. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans les moments très durs, en sachant que Dieu est en contrôle. Et des fois, on n'a pas la réponse, mais on sait qu'il est là avec nous, puis à travers l'épreuve. Il vous donne la force de persévérer? Ouais. Merci, Sam. Je veux juste dire, c'est très, très difficile, là, l'autisme, on ne se le cache pas, mais en même temps, on vit tellement de joie, on vit tellement de bonheur aussi, parce qu'on a Dieu dans notre vie. Lydie commence à dire des mots, c'est toutes des choses qui nous réjouissent, qu'on ne prend plus pour acquis. Moi, le verset que je voulais partager, c'est vraiment mon préféré, c'est 2 Corinthiens 4, 17. Qui dit « En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. » Donc, en ayant la perspective éternelle, la perspective des choses change. L'épreuve, tu ne la vois plus de la même façon. C'est temporaire. C'est tellement léger là, comparé à ce qui s'en vient. Comme je disais tantôt, Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils à la croix. On a accès à ça pour qu'un jour, quand Jésus va revenir, il n'y en aura plus d'autisme, il n'y en aura plus de maladie, il n'y en aura plus de larmes, il n'y en aura plus de méchanceté. Donc, nous, on garde le focus là-dessus parce qu'on sait qu'on a accès à ça à travers Christ qui est mort à la croix, puis que tout le monde a accès à ça. Donc, ça, en tout cas pour moi, personnellement, c'est mon verset, puis c'est ça qui me fait me lever chaque matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donc demander à vous 4 de bien vouloir descendre et puis on va pas on, là, c'est pas moi, là, mais José va vous chanter le chant qu'elle a écrit pour terminer. Et certainement, ça illustre son expérience et qui nous rappelle justement que Dieu est au contrôle, même dans les situations qui semblent insupportables. Donc, c'est un chant que j'ai composé il y a très longtemps. En fait, François avait 4 ans, donc on était encore juste dans le début. Je vivais peut-être un peu moins de peur, justement, à cette époque-là, face à son avenir, parce qu'il était encore petit, puis il y avait des gens autour de moi qui étaient prêts à en prendre soin s'il nous arrivait quelque chose. Je vis un autre genre de peur aujourd'hui, mais je laisse quand même la chance à Dieu. Dieu s'est présenté à chaque fois qu'il y a eu un problème, à chaque fois qu'il y a eu une difficulté. Donc, je lui laisse encore aujourd'hui me montrer le chemin et me guider pour m'enlever toutes ces peurs-là. Puisque tu sais les chagrins que j'ai connus, puisque tu sais que sans toi je serais perdu, et puisque je sais que la vie n'est plus la vie sans toi, ô Seigneur, garde-moi dans ta joie. Tu m'as sauvé des angoisses et des souffrances. Comme Timothée, je t'ai connu dès l'enfance, et tu m'as donné la vraie foi, celle qui vient de toi. Et depuis, moi je vis dans la joie. Et près de toi, je n'aurai plus jamais peur de rien, du froid, du noir ou des lendemains. Et près de toi, je ne perdrai jamais mon
me tiens par la main. Oui, j'ai connu les moqueries et les injures, mais j'ai grandi sans entendre ces murmures. Je n'entendais que ta voix qui me disait tout bas: mon enfant, moi je serai toujours là. Quand j'ai perdu des parents chers à mon cœur, tu m'as aidé à supporter la douleur, car j'ai compris que tu étais la source de vie, toi le grand Dieu vivant aujourd'hui. Et près de toi, je n'aurai plus jamais peur de rien, du froid, du noir ou des lendemains. Et près de toi, je ne perdrai jamais mon chemin, car Seigneur, tu me tiens par la main. Et aujourd'hui, tu es toujours près de moi, dans les chagrins, oui, mais surtout dans la joie. Tu m'as permis à mon tour de donner la vie, et je t'en rends des grâces infinies. Et près de toi, je n'aurai plus jamais peur de rien, du froid, du noir ou des lendemains. Et près de toi, je ne perdrai jamais mon chemin, car Seigneur, tu me tiens par la main. Oui, près de toi, je n'aurai plus jamais peur de rien, du froid, du noir ou des lendemains. Et grâce à toi, je sais très bien quel est mon destin, car Seigneur, tu me montres le chemin. Oui, Seigneur, tu me tiens par la main. Bien, merci beaucoup d'être venu écouter le témoignage de Sem, Lisa, José, Émilie.